bienvenue à tous. On parle ce soir de la résistance aux antibiotiques. Selon une étude publiée dans le magazine de Lancet, plus d'1,2 million personnes sont mortes en 2019 d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente davantage de décès que ceux dus au sida ou au paludisme. La découverte, rappelons-le, des anti-infectieux et des antibiotiques en particulier a constitué un extraordinaire progrès qui a permis de prolonger la durée de vie des humains. Cette formidable invention est aujourd'hui victime de son succès. La résistance aux antibiotiques devient progressivement un problème mondial croissant. Certains diront même que c'est l'un des sujets les plus inquiétants du XXIe siècle. On reviendra dans cette émission sur le succès des antibiotiques, dont l'usage abusif et trop souvent incorrect a contribué au développement et à la dissémination de bactéries devenues résistantes. Qu'est-ce qu'une antibiorésistance? Pourquoi était-ce si grave? Est-il compliqué de fabriquer de nouveaux antibiotiques, tout simplement? Enfin, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer à ce problème de santé publique? Voilà en gros le sujet que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Yousfi Mohamed. Vous êtes infectiologue, vous êtes président de la Société algérienne d'infectiologie, vous êtes également membre du comité national multisectoriel de la résistance aux antimicrobiens. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Je reçois également une habituée de l'émission, professeur Hayat Bouchaïb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service infectiologie à l'hôpital de Tizi Ouzou. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Boumhira Ali Zindine. Vous êtes microbiologiste et également enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet, à mon avis, pas suffisamment abordé dans les médias. Pour schématiser, peut-être rappelons l'importance des antibiotiques dans notre vie. On en parle comme l'un des progrès, voire les victoires les plus importantes du XXe siècle, voire de l'humanité. Vous êtes d'accord, professeur Bouchaïb? Je ne peux être que d'accord. Les antibiotiques sont des molécules extrêmement précieuses en santé humaine. Elles constituent probablement, avec les antalgiques, les seules molécules dont on a tous besoin, dont on aura tous besoin un jour ou l'autre au cours de notre vie. Ça a permis tout simplement d'améliorer l'espérance de vie d'au moins 20 ans. On mourait, l'humanité a payé un lourd tribut à ces infections bactériennes. Il y avait beaucoup de complications, beaucoup de décès. Beaucoup d'épidémies aussi? Oui, des épidémies aussi. Les infections à pneumocoque, par exemple, étaient mortelles dans 90% des cas. Et aujourd'hui, elles ne le sont que dans 10% des cas. Et encore, si elles sont mortelles aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons. C'est pour ne citer que ça. Il y a beaucoup d'autres infections très graves, à staphylocoque, à bacille gram négatif. Et ces antibiotiques ont été finalement le miracle qui a permis de guérir beaucoup de patients et justement de mettre un terme à toutes ces épidémies et à toutes ces évolutions mortelles. Oui. Alors à titre d'exemple, il faut rappeler qu'au 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, il y avait aussi la tuberculose, une tueuse qui a été éradiquée. Aujourd'hui, elle revient un peu justement à cause de ses résistances, mais il y a aussi la peste qui avait tué quelque chose comme la moitié du continent européen. Des maladies horribles qui ont été quand même combattues grâce aux antibiotiques. Il faut dire que aucun autre médicament n'a fait comme les antibiotiques, prolonger la vie de l'homme de 10 ans, voire de 20 ans. Effectivement, on va dire dans les 2 derniers siècles, il y a 2 grandes découvertes importantes qui ont complètement bouleversé, comme disait le professeur Bouchaïb, donc l'humanité, c'est la vaccination et les antibiotiques. Oui. Donc, avec la vaccination, et vous venez de le dire, beaucoup de maladies, on les a soit éradiquées, soit complètement éliminées ou nettement diminuées. Et les antibiotiques, avec la pénicilline, donc, ça a complètement aussi chamboulé beaucoup d'infections, d'abord bactériennes, puis les autres antimicrobiens. Donc, effectivement, ces 2 éléments ont complètement bouleversé l'espérance de vie qui était la moyenne de 50 ans il y a moins d'un siècle,
et maintenant elle est à plus de 80 ans dans beaucoup de pays. Donc d'où l'importance donc de conserver et de protéger cet héritage qui est très important et j'allais dire le conserver et essayer de le rendre donc le plus j'allais dire utiliser le plus longtemps possible, parce qu'il faut savoir que n'importe quel antibiotique, je dis bien n'importe quel antibiotique, lorsque d'abord il faut beaucoup d'argent, beaucoup de recherche et beaucoup de temps pour qu'il introduise. C'est un minimum de 10 à 15 ans, donc les trois phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3, pour arriver, et encore, donc beaucoup d'industriels donc investissent sur beaucoup de produits, ils ne sont pas sûrs au bout des 15 ans d'avoir donc tout ce temps. C'est considéré comme un patrimoine en fait. Tout cet argent, et lorsqu'on l'a, on sait que cet antibiotique ou cet antimicrobien, pour que le spectateur, donc téléspectateur le sache, donc il y a les antibiotiques effectivement qui est la part la plus importante, mais ce qu'on appelle antimicrobien, c'est donc tout ce qui est antiviraux contre les virus, donc antifongiques, donc tout ce qui est donc champignons, parasites, etc. Donc là, c'est clair que n'importe quel produit, il va développer une résistance tôt ou tard. Mais notre but, c'est qu'on puisse profiter donc des effets bénéfiques de cet antimicrobien ou de cet antibiotique le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce que d'un côté, on a très peu de choses qu'on développe et qui coûtent beaucoup jusqu'à ce qu'on les ait prêts. Et d'un autre côté, on sacrifie rapidement ce qu'on a sous la main. Oui. En tout cas, c'est un point auquel on reviendra. Alors, le combat, justement, finalement, on a eu l'impression qu'on avait gagné ce combat contre les microbes ou contre les bactéries, avec cette arme presque parfaite qui est les antibiotiques. Aujourd'hui, dans le monde entier, on tire la sonnette d'alarme sur la résistance, justement, aux antibiotiques. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement? À quel moment on a balancé du mauvais côté? En réalité, effectivement, les antibiotiques ont sauvé beaucoup de vies depuis la Deuxième Guerre mondiale, leur introduction dans le marché. Mais il y a un phénomène naturel, celui de développement de la résistance aux antibiotiques par les souches microbiennes. Il s'agit d'une question de temps entre la découverte et l'introduction d'un nouveau antibiotique dans le marché et la détection de la résistance aux antibiotiques. Et en train de dire que tôt ou tard ça allait arriver. Finalement, c'est pas forcément la faute à l'homme, mais c'est tout à fait normal que les bactéries développent une résistance au bout de quelques temps, c'est ça? Absolument, c'est dû essentiellement au génome des micro-organismes, que ce soit des bactéries essentiellement ou bien certains champignons. Il y a ce phénomène naturel de sélection, c'est-à-dire avec l'utilisation des antibiotiques, nous avons le développement de germes résistants contre ces antibiotiques utilisés. Et c'est une question juste de détection. Il y a plein de micro-organismes dans le monde, on a des micro-organismes dans notre propre intestin, on a plus dans notre microbiote intestinal de micro-organismes que cellules humaines, il y a plein de micro-organismes dans notre environnement, et de ce fait, en contact avec ces antibiotiques d'une manière permanente, ceci favorise le développement de germes résistants. Et c'est dû au génome parce que le génome des micro-organismes, il y a ces gènes qui peuvent se transférer d'un germe à un autre par la génétique microbienne. Et de ce fait, on a le développement de ces germes résistants aux antibiotiques, mais c'est une question de vitesse. Avec la mondialisation, toutes ces lignes de transport aérien, maintenant on vit vraiment dans un monde où si un germe se découvre dans un pays, on a le risque qu'il va apparaître dans un autre pays dans un bout de temps vraiment étroit, court. Et c'est pour ça que c'est la vitesse de propagation de cette résistance aux antibiotiques qui fait peur. Et qui fait peur qu'il arrivera un jour où nous ne pouvons pas utiliser certains antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui contre certains germes qui causent des infections.
Oui. J'ai envie de poser une question aussi par rapport au rapport qu'ont peut-être les prescripteurs également avec les antibiotiques. Alors, est-ce qu'on les aime ou finalement on ne les aime pas? Parce qu'on a tendance à vouloir les prescrire parce qu'ils sont efficaces, très peu d'effets secondaires. Mais en même temps, on ne veut pas les prescrire parce qu'on dit souvent qu'il faut beaucoup de discernement pour prescrire des antibiotiques. Vous êtes d'accord? La prescription d'un antibiotique doit être réfléchie, elle doit être responsable, elle doit être rationnelle. C'est une molécule qui permet effectivement la guérison de nombreuses infections bactériennes, mais il faut les prescrire lorsque c'est indiqué. Lorsqu'on sait que de nombreuses infections sont virales, je cite à titre d'exemple l'angine, elle est virale dans 70% des cas, et pourtant il y a beaucoup de prescriptions d'antibiotiques dans ce cas. La grippe aussi, hein, vous savez, la grippe. Un pic de prescription à la période de la grippe. Absolument, la Covid-19 aussi, il y avait un pic de prescription de certains antibiotiques, notamment un antibiotique à large spectre, à savoir les fluoroquinolones. Et d'ailleurs, on est en train de voir arriver à nos consultations des patients infectés de bactéries résistantes à ces fluoroquinolones, à raison justement de cette utilisation excessive pendant la Covid. Et encore aujourd'hui, beaucoup de prescripteurs, beaucoup de médecins continuent à prescrire alors que ce n'est pas indiqué ces molécules. Donc c'est dangereux et aller dans des prescriptions comme ça aggrave justement cette histoire d'antibiorésistance. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure d'antibiorésistance, j'ai juste envie de revenir sur le caractère naturel. Effectivement, l'antibiorésistance est naturelle. Les bactéries, vous le disiez tout à l'heure, elles sont intelligentes et elles sont là depuis plus de 3 milliards d'années. Ils ont précédé l'homme et ils resteront après l'homme. En tout cas, ça sera compliqué. Exactement. Et elles savent se défendre contre les antibiotiques. Elles se sont toujours défendues contre les antibiotiques. Les antibiotiques, à la base, ce sont des substances naturelles. Et donc, elles se sont toujours défendues. Elles ont toujours développé des mécanismes de défense, de résistance. Et en fait, quand on a commencé à utiliser des antibiotiques, c'était en 1940. Fleming, c'était en 1928 avec la pénicilline. Eh bien, on n'a fait qu'accélérer les choses. On a créé une pression de sélection sur ces bactéries et il y a eu donc une émergence de ces bactéries résistantes partout dans le monde. Ça se transmet entre les humains, donc oui, ça a vite... ça s'est propagé, ça a augmenté et on en est là. Bon, il y a eu, c'est vrai, en 1900, vers les années 90, un niveau de préoccupation très important par rapport à la prescription aux soins. Ensuite, vers les années 2000, la plupart des pays se sont mobilisés pour justement pour ralentir ce phénomène. Et c'est en 2015 que l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, on en est là. On en est là avec cette épidémie silencieuse. On en est là avec cette déferlante pour laquelle il faut vraiment faire quelque chose. Il faut dire que l'Algérie, justement, a un comité, hein, vous en faites partie, Dr Yousfi, comité national multisectoriel de la résistance aux antimicrobiens. Quelles sont les missions de ce comité ? Avant de parler du comité, justement, donc effectivement, vous avez posé tout à l'heure la question pourquoi maintenant, pourquoi cette préoccupation? Parce que effectivement, avec le développement donc au niveau mondial de tout ce qui est donc transport, communication et donc où les déplacements sont rapides. On reviendra tout à l'heure sur les changements climatiques, ça c'est un autre problème aussi. Effectivement, la problématique qui existait il y a 30 ans de ça, avec un peu plus d'antibiotiques, n'était plus la même à partir des années 2000, où il y avait très peu d'antibiotiques. Et donc les contacts étaient plus fréquents, les résistances se développaient plus rapidement. Bien sûr, ça varie d'un pays à un autre. Automatiquement, la problématique est devenue plus grande et l'OMS s'en est saisie en 2015. C'est en 2015 qu'elle a donc déclaré comme urgence donc, de santé publique pour l'antibiorésistance ou la résistance aux antimicrobiens. Et elle a donc développé un programme mondial donc, de lutte contre cette résistance.
Et elle a demandé à ce moment-là aux différents pays, justement, de faire en sorte d'installer et de faire ces programmes. En Algérie, il y a eu l'installation en octobre 2017 de ce comité intersectoriel qui donc regroupe, bien sûr, piloté par le ministère de la Santé, mais qui regroupe tous les départements ministériels. On va en parler tout à l'heure parce que la résistance, ce n'est pas uniquement la santé humaine, il y a aussi tout ce qui est santé animale, tout ce qui est environnement, et bien sûr un comité dont je fais partie, et avec bien sûr des experts au niveau du ministère de la Santé, mais aussi des experts et des représentants des différents départements. C'est pour ça qu'on dit comité multisectoriel, dont le but et l'objectif, en application des instructions de l'Organisation mondiale de la santé, c'est donc de mettre en place et d'élaborer un programme stratégique avec 6 volets ou 6 objectifs. Donc, et ce programme stratégique, chaque pays devait le faire. Donc, là, actuellement, beaucoup de pays sont arrivés dans l'Algérie. Donc, un groupe de travail qui a été installé. On a travaillé pendant pratiquement plus de 3 ans. Et là, je salue le travail qui a été fait par le groupe et surtout du professeur Talim Ammar, donc de l'Institut Pasteur, donc, qui est responsable du réseau de laboratoire contre la résistance. Et ce programme a été validé et maintenant il est au niveau, bien sûr, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Programme stratégique 2024-2028. Ce programme stratégique, c'est avec ses objectifs ce qui concerne donc la stratégie du pays en fonction, bien sûr, des instructions de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre cette résistance. Après, la deuxième étape, entre-temps, le comité a été renouvelé il y a 6 mois de ça. La deuxième étape, c'est de passer au programme opérationnel. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas que la santé. Donc, chaque département ministériel doit élaborer son programme opérationnel et commencer à l'appliquer. Le financer, bien sûr, le budgétiser et commencer à l'appliquer. C'est le cas donc de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, du commerce et les autres. On a compris, on va voir justement un reportage peut-être pour comprendre un peu plus sur cette problématique justement de santé publique qui est la résistance aux antibiotiques. Le reportage est signé Raouf Hamouche. Regardez. En 2050, elle pourrait être l'une des premières causes de mortalité au monde. Il s'agit de l'antibiorésistance. Le développement des antibiotiques a révolutionné le traitement des maladies infectieuses et à germes sensibles. Avec leur utilisation excessive, les bactéries ont appris à faire de la résistance, car c'est des êtres vivants qui évoluent. De ce fait, elles sont capables de s'adapter aux antibiotiques. Le traitement devient alors inefficace. Écoutez, en tant qu'acteur qui est investi et engagé dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et aux antimicrobiens en général, je conseillerais plutôt aux citoyens de ne pas prendre un antibiotique automatiquement après avoir ressenti des symptômes grippaux ou autres. Demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Et essayons de prévenir et de garder efficaces des molécules qui sont de garantir l'efficacité de certaines molécules pour les générations futures. La résistance aux antimicrobiens qu'on appelle la RAM est un fléau, est un problème de santé mondial et l'Algérie ne déroge pas à la règle. Donc on est concerné déjà depuis quelques années et surtout aujourd'hui. Donc on voit les chiffres selon les données actuelles et les données disponibles, on voit que la prévalence des infections résistantes et de l'émergence de nouvelles souches résistantes, elle est préoccupante et très inquiétante. Selon un rapport établi par l'OMS, nous sommes sur le point de vivre une ère post-antibiotique dans laquelle une petite blessure ou des infections anodines pourraient être mortelles pour certains sujets. Un problème de santé publique majeur pour les professionnels de la santé qui a été abordé en profondeur lors de cette conférence organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de la sensibilisation à l'antibiorésistance. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le problème de la résistance des bactéries aux antibiotiques est un fléau mondial. Et dans le cadre justement de la lutte contre cette résistance, on doit justement mettre en place les moyens diagnostiques performants, rapides, pour mettre en évidence ces agents pathogènes et traiter
de façon optimale les infections. Les traiter de façon optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser le bon antibiotique qui sera donc le plus actif possible sur la bactérie qui est responsable de l'infection et ne pas utiliser des antibiotiques à large spectre qui pourraient couvrir un large panel de bactéries mais qui vont justement par cette utilisation abusive, anarchique et non rationnelle engendrer donc des résistances aux antibiotiques. L'antibiorésistance est la cause de 700 000 morts par an à travers le monde à cause de la consommation massive et parfois anarchique des antibiotiques. Ouais. Alors on va justement revenir sur ce qui a été dit dans le reportage, mais avant peut-être expliquer, on en parle depuis tout à l'heure, Dr Boumhira, qu'est-ce qu'une antibiorésistance finalement? C'est quoi le mécanisme? En réalité, il faut connaître déjà le mécanisme de l'action d'un antibiotique. Alors, l'antibiotique... Simplement, hein. Vous savez, c'est une émission qui s'adresse à monsieur tout le monde. Voilà, on va le vulgariser d'une manière scientifique. Alors, un antibiotique, il va tuer ou inhiber la croissance d'un micro-organisme. Micro-organisme, ça veut dire essentiellement les bactéries ou bien les champignons. Il va les inhiber en arrêtant un des processus, que ce soit la synthèse des protéines, ou bien la multiplication de leur génome, ou bien un processus vital chez la bactérie. Le processus de résistance à l'antibiotique, c'est que le micro-organisme va acquérir, ou bien il acquiert, un mécanisme par lequel il va inactiver l'action de l'antibiotique. C'est-à-dire, l'antibiotique deviendra inefficace. Et ceci est grâce à l'acquisition de gènes qui synthétisent des enzymes qui vont participer dans cette lutte contre l'antibiotique. Et ces gènes-là sont transférables, c'est-à-dire certains micro-organismes peuvent les transférer à d'autres. Et c'est pour ça que l'antibiorésistance est un phénomène dynamique, naturel, sélectif, dans lequel les micro-organismes vont acquérir des capacités à lutter contre les antibiotiques, qui sont généralement des molécules pour la plupart initialement naturelles, et dans ces dernières décennies, 30-40 dernières décennies, il y a eu des modifications chimiques sur ces molécules naturelles, et il y a beaucoup de micro-organismes qui ont développé cette capacité de résister à l'action de ces médicaments. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le monde, alors on écoutait tout à l'heure dans le reportage justement qu'on va vers une ère de post-antibiotiques, ce qui donne un peu froid au dos. Est-ce qu'on peut imaginer le monde sans antibiotiques? Est-ce que ça sera, ça ressemblera un peu à retomber dans le Moyen-Âge? Pour expliquer un peu la gravité de la situation, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Alors, pour expliquer la gravité, il faut expliquer les éventuelles conséquences. Et les conséquences de l'antibiorésistance... D'abord, est-ce que c'est envisageable? Envisageable, j'ai pas envie d'être alarmiste non plus, mais après, vous savez, les solutions sont entre les mains de l'homme. L'homme dans tous les secteurs. On reviendra pour parler de ça, mais dans un premier temps, je pense que si on dit que finalement l'antibiorésistance va augmenter la mortalité, va augmenter la morbidité, aujourd'hui elle tue plus que le VIH, plus que le paludisme, c'est dire que c'est une... c'est énorme. Oui, c'est une des priorités en matière de santé publique. Mais dire aussi que ça veut dire ça va compromettre de manière très significative la prise en charge des patients atteints d'infections et de maladies infectieuses. Les graves, c'est certain, mais aussi les moins graves. Même les infections les plus anodines, les plus courantes, une infection cutanée, une infection urinaire, pourrait être, c'est un peu le scénario, pourrait être très difficile, voire impossible à traiter, et donc devenir mortelle. Oui, parce qu'on n'aura pas d'antibiothérapie à proposer aux patients. C'est ça un peu les conséquences. Et puis, attention, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des patients qui sont infectés et qui sont en attente d'une chimiothérapie, d'une chirurgie. Et s'ils sont infectés, ils ne pourront pas en bénéficier. Il faut qu'ils soient d'abord traités. Et si on n'a pas le bon antibiotique pour les traiter, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est des conséquences qui sont vraiment très graves. Et si on ne fait pas, si l'homme aujourd'hui, dans les différents secteurs, on disait tout à l'heure, dans le secteur de la santé humaine,
dans tous les secteurs, médecine vétérinaire, dans le... C'est ma question, vous insistez un peu sur ma question justement que je vais poser à Dr Yusfi. Alors justement, on parle beaucoup de la responsabilité peut-être des prescripteurs, parce qu'on dit quand même qu'il y a eu des prescriptions abusives des antibiotiques et pas forcément au bon moment ou à la bonne personne, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont aussi responsables. On parle de la médecine vétérinaire, on parle aujourd'hui de l'élevage. Si vous permettez juste un complément, la question c'était... Et si on revenait mais on y est. On y est maintenant, mais à minima. On n'est pas quand même au Moyen-Âge. Non, mais je vous explique. On y est lorsqu'on est devant une impasse thérapeutique. C'est ça. Et vous savez très bien. Donc, vous le sentez, vous mais ça existe. Même, on essaie d'éviter cette situation. Quand vous êtes appelé à prescrire un antibiotique, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que vous êtes limité? Lorsqu'on a des germes de plus en plus résistants, bien sûr qu'on a notre portefeuille qui est de plus en plus limité, et il faut faire attention. Tout à l'heure, j'avais entendu parler, dans le reportage, il faudrait que cet antibiotique soit utilisé d'abord au bon moment, bon escient, au bon endroit. Absolument. Et la bonne durée. Donc là, c'est clair. Donc je reviens. Donc dans l'impasse thérapeutique... Pour la bonne durée, j'ouvre juste une parenthèse, parce que ça, à mon avis, c'est très important. Aujourd'hui, on voit par exemple des antibiotiques qui sont à courte durée. Est-ce que ça peut être aussi une alternative, par exemple, les antibiotiques? La tendance universelle actuellement, dans tous les schémas thérapeutiques pour 3 jours ou pour... La tendance universelle, et c'est validé dans pas mal de pathologies, c'est d'aller vers des traitements courts, donc des durées pour améliorer l'observance. On a constaté, on a démontré que ces traitements courts sont aussi efficaces que des traitements plus longs. Et donc là, ça permet donc de diminuer donc le risque de la résistance aux antimicrobiens, essentiellement aux antibiotiques. Je reviens à ce que je dis. Donc là, l'impasse, actuellement, si on ne fait rien, on est en train, donc surtout encore plus dans des pays où on est limité, on n'a pas toutes les molécules comme en Occident, et bien après, on est revenu parfois sur des anciennes molécules qui étaient mises de côté parce qu'elles sont toujours efficaces. Mais parfois, du neuf avec de l'ancien. C'est ça, mais parfois on n'a rien. Donc ces impasses, c'est vraiment assez rare, mais si on ne fait rien, ça va devenir de plus en plus fréquent et ce sera à ce moment-là la règle. Maintenant, pour votre question concernant... C'est clair on a tendance à oublier les dentistes, aussi, ça c'est très important, l'usage des antibiotiques dans les soins dentaires. Non, c'est la prescription... Non, il ne faudrait pas qu'on stigmatise les dentistes. Vous ne voulez pas prendre de responsabilité, docteur Yusfi? Non, la prescription en santé humaine, c'est l'affaire de tout le monde. Le prescripteur doit être d'abord bien formé pour la prescription. Et là, je parle aux étudiants en médecine, en chirurgie dentaire, donc en pharmacie, parce que le pharmacien donc, a son rôle après en officine et en pharmacie hospitalière. Il doit aussi après donc, être régulièrement mis à jour pour cette prescription. Et donc là, automatiquement, lorsque vous me dites le dentiste, il est formé normalement pour bien prescrire. Je reviens à votre question. L'antibiorésistance ou la résistance aux microbiens, c'est l'affaire de tout le monde. Le comité secteur dont je suis parti, c'est tous les départements ministériels. Il y a la santé humaine, mais il y a le gros paquet aussi de la santé animale. Et là, beaucoup de choses doivent être faites, de l'aveu même de nos collègues vétérinaires. Il y a une réglementation, comme dans la santé humaine. Mais qui n'est pas respectée. On essaie de la faire appliquer, mais le poulet qu'on mange aujourd'hui, il est bourré d'antibiotiques, on le sait. Il faut dire qu'on essaie les vétérinaires quand même font des efforts, mais c'est pas suffisant pour l'instant, et on est en train donc d'utiliser l'argamanu, donc des antibiotiques pour l'élevage, pour beaucoup de choses. Ça, c'est déjà un problème. Le troisième volet, c'est l'environnement. Et l'environnement, lorsqu'on a donc tout ce qui est déchets industriels, tout ce qui est donc unité de fabrication, tout ce qui est rejeté, et là aussi, on a vu avec les prélèvements, il n'y a qu'à voir lorsqu'on fait les prélèvements au niveau des eaux usées, donc ce qu'on trouve par rapport
en termes de résistance. Et ça nous donne d'ailleurs un critère, un marqueur de l'environnement. Il y a un autre élément aussi, ça c'est tout nouveau, c'est-à-dire tout nouveau, les dernières décades, c'est le changement climatique et les conséquences sur les micro-organismes. On a maintenant des micro-organismes qu'on est en train, donc, et ça c'est l'humain, on est en train actuellement de changer donc, ces pathogènes et de faire en sorte qu'ils soient plus résistants donc, aux antimicrobiens. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de stratégie, tout à l'heure je parlais du programme stratégique, c'est tout le monde. C'est global. C'est tout le monde. Oui. Est-ce qu'on parle aussi de cette prise de conscience dans le domaine, par exemple, vétérinaire? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Parce qu'on a tendance à parler beaucoup de la santé humaine, encore une fois. Est-ce que de l'autre côté aussi, où il y a une part de responsabilité Absolument. Oui. Absolument, c'est l'affaire de tout le monde, comme le professeur a bien expliqué. C'est le côté aussi vétérinaire, c'est comme le cas de la santé humaine aussi. Il y a tous les mêmes problèmes, c'est les mêmes problèmes par rapport à la prescription, mais aussi à l'automédication. Maintenant, il y a même des éleveurs qui, malheureusement, parfois, pour certains, utilisent eux-mêmes les antibiotiques. C'est comme l'être humain, c'est la même chose. Et effectivement, c'est l'affaire de tout le monde, même dans l'environnement aussi. C'est un travail qui part de la pharmacovigilance, que ce soit pour le traitement de l'humain, ou bien dans le domaine de l'agriculture, essentiellement dans l'élevage, effectivement, mais aussi dans certains aliments. Et il y a même des recherches maintenant, de recherche d'antibiotiques dans les produits laitiers, etc. Mais effectivement, c'est l'affaire de tout le monde, de la prescription, de la vente de ces antibiotiques, de leur recherche dans l'environnement. Il faut aussi des infrastructures équipés pour la détection de ces antibiotiques, que ce soit pour l'étude de ces micro-organismes résistants et les classer dans des souches, venir directement et les comparer à ces souches résistantes, et aussi avoir des infrastructures analytiques, un parc analytique adéquat pour la recherche des antibiotiques, que ce soit dans l'environnement ou bien dans les aliments. Et si nous aurons ces laboratoires équipés, fonctionnels, accrédités pour la recherche des antibiotiques dans les aliments, par exemple, ceci peut participer et participera efficacement dans cette lutte contre la résistance des antibiotiques. D'accord. Docteur Yousfi, est-ce que les résistances changent d'un pays à un autre? Est-ce que, par exemple, un Algérien peut développer une résistance qu'on ne trouvera pas ailleurs? Alors, la résistance antimicrobienne n'a pas de frontières. La bactérie résistante circule entre les hommes, entre l'homme et les animaux, entre l'homme et l'environnement. Et donc, je pose cette question parce que je me dis peut-être que les bactéries qui circulent dans un pays ne sont pas forcément les mêmes qu'on trouve dans un autre pays. Oui, mais il n'y a plus de frontières. Je veux dire, même s'il y a des bactéries X au Bangladesh... on l'a vu avec la Covid, encore une fois. Absolument. S'il va en Afrique du Sud, la bactérie va voyager avec lui, et le gène de résistance également. Donc là, ce qui va changer par contre, c'est la proportion d'antibiorésistance. Ça va changer entre les pays et ça dépendra très étroitement finalement du niveau de contrôle de l'antibiothérapie, des prescriptions antibiotiques, également du niveau d'hygiène et du niveau des mesures de prévention et de la politique également appliquée dans ces pays. C'est ça qui va faire la différence. D'accord. Justement, en complément de ce que disait le professeur, c'est ça la stratégie. Tout dépend, il y a deux éléments. D'accord. Il y a le problème de la disponibilité des molécules. Bien sûr, lorsqu'on n'a pas ces molécules, ils ne seront pas résistants chez nous parce qu'on ne les a pas. La raison va se développer dans les pays où c'est lorsqu'on les a. On ne les a pas, c'est-à-dire pour nous, lorsqu'on les ramène, on est protégé par rapport à cette résistance. Et la stratégie, et donc cette stratégie, si on a, comme a été dit par notre collègue, si on a, par exemple, tout à l'heure je parlais de prescription, mais aussi les moyens diagnostiques, les laboratoires, je parle de la santé humaine et aussi au niveau de la santé animale. C'est important pour qu'on puisse lutter contre la résistance, il faut bien prescrire. Pour bien prescrire, il ne suffit pas d'apprendre à bien prescrire, il faut qu'on ait le laboratoire pour qu'il nous donne la bactérie qu'il faut, donc le gène qu'il faut, pour qu'on puisse donner l'antibiotique qu'il faut. Donc c'est ça la stratégie. Si les stratégies sont
elle est bien développée. À partir de là, la résistance, comme disait le professeur Ouchaib, donc on pourrait à ce moment-là la diminuer parce que maintenant, à l'ère de la mondialisation, la bactérie ou le germe ou le micro-organisme il est découvert dans un pays, une résistance est découverte dans un pays, mais elle peut se propager très rapidement lorsqu'on lui donne les conditions d'abord de transport, mais aussi d'implantation. Oui. Et je voulais juste rajouter concernant la prescription, pour la santé animale, c'est comme la santé humaine. Les seuls qui sont habilités à prescrire, c'est les vétérinaires. Mais malheureusement, comme dans la santé animale, l'automédication, des antibiotiques qui sont donnés dans des... C'est ce que disait d'ailleurs... des antibiotiques qui sont prescrits, qui sont donnés aussi dans des pharmacies sans ordonnance, je m'excuse, ça s'est fait aussi, ça existe, et bien les éleveurs utilisent aussi des antibiotiques. On a l'impression qu'on est quand même moins regardant dans l'élevage, hein, malheureusement, parce qu'on voit... Mais les quantités sont importantes. Les quantités sont importantes. C'est ça qu'on oublie. Les quantités... Non, on est moins regardant. Non, c'est grave. Je veux dire, on est en train de manger des aliments qui sont... c'est important ce que vous dites parce qu'on a observé et on observe des résistances chez des personnes qui n'ont jamais pris d'antibiotiques. C'est ça. Parce que c'est des gens qui ont consommé probablement du poulet qui est élevé avec des antibiotiques. Oui. Alors un autre problème aussi, on en parlait avant l'enregistrement de cette émission, un autre problème qui est très important, c'est aussi l'investissement, j'ai envie de dire, des industriels, des laboratoires dans la recherche. Pourquoi aujourd'hui elle n'est pas assez développée, hein? Aujourd'hui on voit de plus en plus de laboratoires qui sont en train carrément d'abandonner la recherche dans le domaine des antibiotiques. Malheureusement, à l'ère de la mondialisation, c'est le profit. C'est le profit, y compris pour les multinationales. Elles investissent les antibiotiques ne sont pas bénéfiques. Ne sont pas tout simplement. J'avais dit tout à l'heure, il faut pour faire la recherche et découvrir un antibiotique, il faut au moins 10 à 15 ans. Après, on n'est même pas sûr donc, de la rentabilité, mais surtout de la durée de vie du produit. Avec la résistance, ça va durer très peu pour cet investisseur par rapport à d'autres domaines. Je prends l'oncologie, je prends la diabétose. Et donc, ces multinationales ou ces laboratoires ont tendance à aller dans ce sens. Et d'où l'importance qu'il y ait une réaction, qu'elle soit au niveau national ou au niveau mondial, pour non seulement lutter contre l'antivirus, mais aussi inciter, encourager pour ne pas arriver à des mesures dissuasives ou répressives. C'était le cas, on a vu le cas du VIH, donc du virus du sida. Et lorsqu'on a vu il y a plus de 20 ans où des traitements existaient au niveau des pays donc développés, alors que la plupart des malades étaient dans les pays sous-développés et qui ne pouvaient pas être traités, on est arrivé au Conseil de sécurité, on est arrivé à un procès pour obliger au moins ces multinationales donc de développer, mais surtout de donner les licences à des génériqueurs. On ne voudrait pas arriver à ça, mais on y va apparemment. Mais on est quand même clairement devant un problème éthique, docteur Boumeira. Oui, c'est vrai, c'est un problème éthique, mais comme bien expliqué professeur Yousfi, c'est aussi du business. C'est-à-dire, il s'agit de la santé des... On est d'accord, absolument. Il y a l'encouragement, il y a un travail fait par beaucoup de scientifiques dans le monde pour encourager ces industries pharmaceutiques, pour investir dans le développement de nouveaux antibiotiques. Il y a même des actions des agences de médicaments dans le monde. Le FDA aux États-Unis, par exemple, ils ont donné un fast approval process, c'est-à-dire un processus d'approbation de médicaments court pour les antibiotiques, et ils ont même proposé, l'État américain par exemple, a proposé des aides dans la recherche et développement de nouveaux antibiotiques pour les chercheurs, mais ça reste insuffisant. Pourquoi ? Par cause de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut retirer votre antibiotique du marché. Ce sont des investissements à haut risque. Par contre, je suis d'accord avec vous. Il faut travailler dans la vulgarisation scientifique et la technocratisation
innovation dans la décision mondiale pour la rendre plus éthique. C'est-à-dire qu'il faut que les scientifiques de le monde, parce que c'est une action mondiale, il faut que les scientifiques dans le monde... Il ne s'agit pas quand même d'une industrie de textile, c'est l'avenir de l'humanité. C'est la santé. Je pense qu'il devrait y avoir des mécanismes, justement, ce que disait tout à l'heure. La résistance aux antibiotiques est plus qu'une affaire de santé publique, c'est l'avenir de l'humanité. C'est ça, c'est encore plus grave. Nous avons eu un exemple avec le Covid-19 dans lequel c'est presque un scénario qui ressemble, c'est vrai un virus, mais une bactérie résistante aux antibiotiques, on peut revivre un scénario plus ou moins... Est-ce qu'on a pensé, par exemple, à agir sur le mécanisme de résistance? Au lieu, par exemple, de penser à développer de nouvelles molécules, est-ce qu'on a pensé à agir? Est-ce qu'il y a des solutions dans ce sens aussi? Oui, il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce sens-là. On a parlé, par exemple, de virus, de bactéries... Il faut différencier les virus des bactéries. Généralement, bien évidemment... Non, les virus des bactéries, je pense qu'on appelle ça comme ça. C'est des virus les phages. Vous parlez des phages. Virus tueurs. Oui. Voilà. Effectivement, il y a des processus thérapeutiques qui sont en cours de développement, mais ça reste toujours les frais de clinical trial, c'est-à-dire le frais de développement clinique pour l'approbation d'un médicament dans le marché. Il y a beaucoup de restrictions par les agences de médicaments pour l'introduction d'un nouveau médicament, et c'est tout à fait légitime pour la santé humaine, pour garantir que le médicament répond à toutes les normes de pharmacocinétique, pharmacodynamique, aussi la toxicité par rapport à la santé humaine. Et ce processus-là est coûteux. Et c'est ça ce qui fait que les investissements dans le développement de ces antimicrobiens... C'est-à-dire on retombe dans le même piège finalement. Parce que ça reste du business. Mais il faut y aller à la technocratisation de les décisions et la mondialisation de la décision pour aller plus loin dans la vulgarisation scientifique et éthique. En parlant de ça, je crois que la dernière Assemblée générale de l'ONU consacrée à cette problématique est une preuve que les pays sont en train de réfléchir d'une manière sérieuse, parce que là, il y va de l'avenir de l'humanité. Si l'OMS l'a déclaré dans le Conseil de santé publique en 2015 et l'ONU qui ont fait une assemblée générale, c'est quand même important pour qu'on puisse sensibiliser donc les décideurs surtout pour ce volet. Oui. Est-ce qu'on peut citer des exemples de bactéries très résistantes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler par exemple des infections nosocomiales? Est-ce que ça en fait partie par exemple? Alors, les résistances, c'est vrai qu'elles se voient plus dans les structures hospitalières, c'est là qu'elles prolifèrent, c'est là qu'elles se multiplient. C'est surtout les bacilles à gram négatif. Si vous voulez des exemples, il y a le pseudomonas aeruginosa. Est-ce qu'on connaît? Oui, bien sûr, ils sont parfaitement bien connus, bien répertoriés, on connaît leurs antibiogrammes, ils sont surveillés par le réseau de surveillance de la résistance en Algérie, donc tout ça, c'est pas un problème. Et le souci, c'est qu'il y a également des bactéries dans la communauté. C'est ça qui est très inquiétant. C'est que de plus en plus, il y a des bactéries résistantes à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, le fait de contrôler ces résistances à l'extérieur de l'hôpital, c'est encore plus compliqué. Et ça, c'est aussi secondaire à cette... Mais en milieu hospitalier, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'on arrive à mieux les contrôler aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'on a les moyens de mieux les contrôler, puisqu'on connaît les bactéries, on connaît leur localisation? Est-ce qu'on arrive à mieux contrôler? Alors, contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter les infections, par exemple? Oui, ben c'est ça. Alors, contrôler de deux manières. Alors, il faut les contrôler, c'est-à-dire traiter les patients infectés de ces bactéries, et grâce donc à l'antibiogramme et aux cultures, parce qu'on connaît leur sensibilité et leur résistance. Donc, on sait aujourd'hui donner l'antibiotique qu'il faut à ces bactéries. Et c'est des bactéries, plus elles sont résistantes à un plus grand nombre de bactéries, et plus elles sont compliquées, parce que le choix devient restreint, voire extrêmement restreint, et voire heureusement, exceptionnellement, pas du tout disponible. Maintenant, oui, la prévention, oui, alors ça dépend aussi des hôpitaux. C'est ça le grand défi, je crois, aujourd'hui, parce que ça fait partie des mesures de prévention. À l'échelle hospitalière, il revient à tous les soignants, à tout le personnel hospitalier, de respecter les mesures de prévention, les mesures d'hygiène universelle, tout simplement. La Covid nous a appris qu'en prenant les précautions, eh bien, on a évité toutes les infections transmissibles entre les humains.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi la formation, la sensibilisation du personnel soignant quant à ces mesures, quant à la vaccination aussi pour les histoires communautaires. La vaccination aujourd'hui est une solution très intéressante parce que si je parle de la vaccination antigrippale, ça a l'air pas très important, mais si, puisque ça permet d'éviter les infections grippales graves et donc les surinfections à pneumocoque, la vaccination anti-pneumocoque. Donc voilà, tout ça doit être... Justement, pour compléter, c'est vrai qu'on a des infections. Là maintenant, c'est plus facile parce qu'on a la stratégie. Par exemple, je prends l'Algérie, on a un comité national de lutte contre les infections liées aux soins. C'est ça. Donc, il y a des guides, il y a des procédures qui sont très claires. Est-ce que sur le terrain, on arrive à les appliquer? Parce que c'est bien beau de créer des communautés. Non, mais sur le terrain, ça ne dépend que de nous. C'est-à-dire qu'on a les moyens, qu'on a les procédures. Et donc là, on peut éviter d'abord les infections. Le but, c'est la prévention d'abord, avec les mesures d'hygiène, avec les procédures qu'on utilise, avec les désinfections qu'on fait, etc. Donc, en respectant donc, tout ce qui est donc, la relation entre le médecin, patient, etc., on peut les éviter. Maintenant, lorsqu'on les a, on a les moyens éventuellement de les traiter. Mais la difficulté maintenant, ce n'est pas au niveau de l'hôpital, ce que disait le professeur Boucheb. Et la tendance, elle est universelle. Beaucoup de publications actuelles insistent sur la résistance en communautaire. Et là, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus maintenant de bactéries qui sont résistantes, mais dans le communautaire, c'est-à-dire dehors, c'est-à-dire là où la difficulté pour faire la prévention, et donc il faudrait impérativement, et c'est là qu'intervient la stratégie d'information, de sensibilisation, donc de la population générale, et pour éviter ces infections et ces résistances d'origine communautaire. Une autre infection aussi peut-être qui est revenue, malheureusement on en parlait au tout début de cette émission, la tuberculose, qu'on croyait avoir quand même éradiquée, entre parenthèses, mais qui revient aujourd'hui à cause de ces résistances, n'est-ce pas, docteur Yousfi? Non, chez nous, partie quand même. Chez nous, donc on a un bon programme, la tuberculose est bien prise en charge. Je parle dans le monde. Je parle chez nous. D'abord, j'y arrive. Maintenant, on parle comme un problème de santé publique. Dans d'autres pays, effectivement, la tuberculose multirésistante existe dans pas mal de pays, en Asie, dans certains pays d'Afrique, et le risque est là. Et c'est pour cela, nous, j'allais dire, le pourcentage de BK résistants est très faible par rapport à d'autres. Mais on n'est pas à l'abri, et surtout que les produits qu'on utilise pour ces BK résistants, on revient tout à l'heure à l'investissement. La tuberculose est une maladie donc, des pays sous-développés, si vous permettez. Et donc, il y a peu d'investissements concernant les antituberculeux. Et donc, lorsqu'il y a de la résistance, il y a très peu de choix. L'Organisation mondiale de la santé a mis donc, des schémas pour lutter. C'est très difficile et c'est pour cela, encore une fois, pour qu'on fasse attention chez nous. Et le meilleur moyen pour éviter justement la résistance, en parlant de la tuberculose, c'est de bien appliquer le programme national de lutte contre la tuberculose. Parce que lorsqu'on prend, on traite mal, on ne traite pas, on traite mal, ou on ne traite pas suffisamment donc une tuberculose, automatiquement on expose le malade. Donc le malade va être une source de résistance et automatiquement donc de dissémination du BK résistant. On est pratiquement à la fin de cette émission. Alors si on doit expliquer d'une manière plus générale ce phénomène ou ce problème d'antibiorésistance, aujourd'hui on n'est pas dans un état d'équilibre, on est dans un état de progression de cette résistance. On n'est pas arrivé à stabiliser cette antibiorésistance. Absolument. C'est-à-dire, on venait de dire qu'il y a un gap en matière d'innovation de nouvelles molécules thérapeutiques antibiotiques pour différentes raisons, essentiellement économiques. Et de ce fait, c'est une question
de ralentir la propagation de cette antibiorésistance. Et de ce fait, il y a un grand travail à faire en matière de vulgarisation scientifique et aussi en matière d'application des consignes. Les consignes sont là, les consignes de l'OMS, des autorités locales de chaque pays. Maintenant, il y a tout un travail pour appliquer ces consignes et aussi pour vulgariser à toute la population, parce qu'on vient de voir que tout le monde est concerné. Même l'éleveur, il est concerné. L'environnement, même quand une personne a un plus d'antibiotiques dans sa maison, il ne faut pas qu'elle le jette directement dans la poubelle. Parce que si elle le jette à la poubelle, là, il y a une propagation dans l'environnement des antibiotiques. Alors, il faut vulgariser en langue locale, c'est-à-dire d'une manière simple, b'darja, aux citoyens, ces consignes importantes en matière de lutte contre la propagation de cette résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire il faut suivre l'avis du médecin, suivre l'avis du vétérinaire, suivre les consignes données par votre pharmacien, ne pas jeter aussi les antibiotiques périmés de votre maison dans une poubelle parce qu'après elle sera dispersée dans l'environnement. Il faut éviter l'automédication. Alors tous ces facteurs-là, on doit les simplifier. On peut trouver des processus simples. On peut demander carrément à des étudiants de médecine, de pharmacie, de biologie, de faire ce que nous appelons l'éducation ou bien l'apprentissage par le service, c'est-à-dire via les clubs scientifiques. On va les encourager à aller dans la société pour vulgariser ces concepts. C'est l'affaire de tout le monde, cette résistance aux antibiotiques. Absolument. Alors 80%, on va dire aussi, concerne la médecine de ville. Hein. On arrive pratiquement à la fin de cette émission, donc on va terminer plus sur des conseils. La médecine de ville, hein, où il faut faire quelque chose là aussi, réduire les prescriptions. Qu'est-ce qu'on peut conseiller là-dessus? Alors réduire les prescriptions, c'est pas d'antibiotiques, hein, je précise. Oui, bon, c'est pas surtout ça, parce que c'est le bon usage. C'est le bon usage. C'est ça qu'il faut retenir. C'est le bon usage des antibiotiques qui devrait être, donc, je disais tout à l'heure, responsable, rationnel en termes d'indication. Donc il ne faut prescrire les antibiotiques que lorsque c'est indiqué, en matière de posologie, en matière de durée. Lorsque c'est indiqué, comment savoir c'est le médecin, il n'y a que le médecin qui peut décider. Il y a médecins qui prescrivent, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, des antibiotiques par exemple pour. Oui, mais c'est justement cette sensibilisation, mais justement ces formations et ces sensibilisations devraient être justement destinées à ces médecins de ne prescrire. Vous savez, les médecins parfois par peur que le malade se complique ou ont tendance à donner un antibiotique. Par exemple pour la grippe, quand les personnes sont des comorbidités ou quand c'est un sujet âgé. Oui, même dans une angine, on va dire. Même dans le cas d'une angine simple, on a tendance à avoir la main facile sur les antibiotiques, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il faut aussi éviter de donner des antibiotiques à très large spectre d'emblée. Il vaut mieux donner des antibiotiques et bien cibler la bactérie en cause, enfin, celle qu'on suspecte. En tout cas, il faut céder, il faut que le médecin aussi, dans un deuxième temps, puisse être accompagné des examens biologiques, microbiologiques de l'antibiogramme. Il y a aussi le patient qui doit être observant, il doit respecter de manière scrupuleuse la prescription médicale. Ça veut dire qu'il va prendre la bonne dose pendant la bonne durée. Il ne faut pas qu'il interrompt de manière prématurée son traitement parce qu'il se sent mieux, parce que ça va aggraver la résistance. Mais il faut aussi éviter l'automédication qu'il faut bannir. Et j'insiste aussi sur la prévention, parce que je pense que si on doit proposer des solutions pour je ne vais pas dire arrêter ou arrêter l'antibiotique, c'est pas possible. Ralentir. Oui, peut-être gagner des longueurs d'avance sur arrêter peut-être la progression. Oui, oui, pour laisser le temps aussi à la recherche et au développement de faire le travail, parce que sinon ça ne pourra pas être possible. Et donc ça passe aussi par ces mesures de prévention. Il faut respecter cette prévention, ne pas tomber malade. Il faut essayer de ne pas tomber malade pour ne pas prendre d'antibiotiques. Ça c'est très important. Ne pas tomber malade. Ça veut dire qu'on va donner des conseils aux gens de manière très simple pour ne pas tomber malade. Ayez une vie saine, manger sainement, faire du sport, bien dormir, mais aussi respecter les mesures d'hygiène, aussi vaccination, être à jour de ces vaccins, et aussi se renseigner sur les vaccins qu'il faut, les vaccinations antigrippales, anti-pneumo, j'en parlais tout à l'heure. Il y a la formation, sensibilisation des personnels soignants aussi, les comités antibiotiques qui, à l'échelle hospitalière,
hospitalières aussi ont un travail très important à faire quant à l'élaboration de stratégies de bon usage des antibiotiques et de prescription et de surveillance de la consommation d'antibiotiques et de la résistance, et aussi par la sensibilisation de la population par les médias, comme vous le faites si bien aujourd'hui. Oui. Je crois que on essaye en tout cas. Oui, oui, ouais. je pense que c'est justement avec Dr Youfi. Dr Youfi, vous avez le mot de fin. Alors, je pense que Dr Bouchaïb m'a tout dit. C'était juste pour vous dire que vous avez posé la question, c'est pas une fatalité. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut arriver à bout? Eh bien, on a des exemples de pays avec de bonnes stratégies, de pays nordiques ou d'autres pays, qui ont nettement diminué donc cette résistance, soit d'une manière globale, soit donc pour certains. On a aussi des exemples d'actions, on a inversé, où il y avait un taux de résistance important pour telle bactérie et on l'a complètement diminué. Il y a eu action. Donc, lorsqu'on agit, on arrive à avoir des résultats. Bien sûr, l'action, elle se fait au niveau local, lorsque je dis local, au niveau d'une structure de santé, mais au niveau aussi du pays, elle doit se faire au niveau international. Au niveau du pays, on a parlé tout à l'heure de la stratégie où tout le monde est concerné. La santé humaine, c'est les prescripteurs, les médecins qui doivent bien prescrire en ayant un bon diagnostic avec des laboratoires. Donc, le pharmacien qui doit aussi appliquer la réglementation, jouer les jeux et qui ne doit pas donc délivrer des antibiotiques sans ordonnance. Le citoyen, c'est là votre rôle et à notre rôle tous, donc de l'information, de la sensibilisation par rapport à ces antimicrobiens, particulièrement les antibiotiques. Et c'est comme ça qu'on peut diminuer cette résistance au niveau humain. Parallèlement, dans ce comité, on agit tous ensemble. Il faut impérativement que si on diminue la résistance au niveau humain, qu'elle n'explose pas au niveau animal et au niveau environnemental. Absolument. Ça veut dire que la stratégie, elle est là. On a les moyens, je dis bien on a les moyens, il faudrait les mettre en application en termes de réglementaire. C'est surtout pour la santé humaine en termes de laboratoire, surtout de diagnostic, et on peut y arriver. Mais si on continue comme ça, où chacun fait ce qu'il veut au niveau de la santé humaine ou au niveau des autres départements, on ne pourrait pas arriver. Mais restons optimistes. Restons optimistes. Non, on va terminer avec ça. Restons optimistes. On peut arriver au moins, ce que disait le professeur Bouchaïb, et c'est l'objectif, à diminuer cette résistance pour qu'elle soit gérable, pour qu'on puisse avoir ces molécules dont on parlait tout à l'heure plus longtemps et encourager la découverte d'autres molécules, Inch'Allah. D'accord. On a en tout cas compris, on retiendra que c'est la responsabilité de tout un chacun. Chacun a une part de responsabilité justement dans la progression de cette antibiorésistance. Merci professeur Bouchaïb, merci à vous deux, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. C'est la fin de cette émission. C'est la dernière émission Santé Mag que je présente. L'émission sera en stand-by. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dès demain au journal de 19h. Portez-vous bien et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.